Bienvenue dans cette deuxième partie de la leçon 2, noyau, masse et énergie. On va continuer avec le sixième paragraphe, fission et fusion nucléaire. Donc on va entamer dans cette partie deux types de réactions déjà vues dans la courbe d'Aston. C'est la fission nucléaire qui se passe pour les noyaux lourds et la fusion nucléaire qui se passe pour les noyaux légers instables. Mais avant tout, ces deux réactions ne sont pas des réactions nucléaires spontanées. Ce sont des réactions nucléaires provoquées. Contrairement à la radioactivité alpha, bêta-, bêta+, qui sont des réactions nucléaires spontanées. On obtient des réactions nucléaires provoquées en prenant un noyau cible sur lequel on envoie un autre noyau projectile ou bien un neutron. Cette opération-là va conduire à l'apparition de nouveaux noyaux. C'est une réaction dite réaction nucléaire provoquée. Donc la définition des réactions nucléaires provoquées est la suivante. Une réaction nucléaire est dite provoquée lorsque un noyau cible est frappé par un noyau projectile ou un neutron et donne naissance à de nouveaux noyaux. Comme déjà dit, un noyau cible sur lequel on envoie un noyau projectile ou bien un neutron donne naissance à de nouveaux noyaux et de nouvelles particules. Cette réaction est dite réaction nucléaire provoquée. Effectivement, la fission et la fusion, ce sont deux réactions nucléaires provoquées. Donnons d'abord la définition de la fission nucléaire. Et on va parler de ce qu'on appelle réaction en chaîne. On va donner d'abord la définition, puis on l'explique. La fission est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle un noyau lourd fissile qui, sous l'impact d'un neutron, donne naissance à deux noyaux plus légers et des neutrons. Donc la fission, d'abord, c'est une réaction provoquée et non une réaction spontanée, au cours de laquelle un noyau lourd fissile, ça veut dire susceptible de se diviser en deux, ou bien susceptible de se briser en deux, car tous les noyaux lourds n'ont pas cette possibilité. Ce noyau lourd qui, sous l'impact d'un neutron, c'est-à-dire il est frappé par un neutron, il va donner naissance à deux noyaux plus légers et des neutrons. Ça dépend des conditions de l'expérience pour avoir un nombre de neutrons égal à 2, 3, 5 ou un autre nombre. Donc on va voir sur une animation un noyau lourd fissile qu'on frappe avec un neutron et qui va donner naissance à deux noyaux plus légers et des neutrons. Donc je reprends, j'ai un noyau lourd fissile sur lequel j'envoie un neutron. Il va se briser en deux pour donner deux autres noyaux et deux neutrons. Pour écrire la réaction de cette fission, j'ai comme réactif un noyau d'uranium et un neutron qui vont donner deux noyaux plus légers que j'ai appelés X et Y plus deux neutrons. Ça peut être 3 ou 4 ou 5, ça dépend des conditions de l'expérience. Au cours de cette réaction de fission, il y a toujours conservation du nombre de charges et conservation du nombre de masses. Donnons des exemples de fission. Il y a plusieurs réactions de fission possibles pour l'uranium 235. Ces réactions sont basées sur le principe d'avoir un noyau d'uranium sur lequel on envoie un neutron. Par exemple, dans ce cas, on a deux noyaux, le krypton et le baryum, avec 3 neutrons en plus. On peut avoir le strontium et le xénon et 2 neutrons en plus. Ou bien l'uranium sur lequel on envoie un neutron, il donne le lantane plus le brome et 3 neutrons. Dans les exercices, on nous donne la réaction de fission et on nous demande de calculer soit Z, soit A de quelques éléments, ou bien soit le nombre de neutrons. Et tout cela en utilisant la conservation de la charge et la conservation du nombre de masses. Maintenant, on va voir un schéma
de la fission nucléaire de l'uranium dans un échantillon, car on n'a pas seulement un seul noyau, mais on a plusieurs noyaux dans un échantillon d'uranium. Lorsque un neutron arrive sur un noyau, il est brisé en deux et il donne deux autres noyaux plus deux neutrons. Chaque neutron produit va fissionner un noyau d'uranium. Donc on a au départ un neutron qui brise un seul noyau d'uranium, qui va produire deux neutrons qui vont briser deux noyaux d'uranium. Et chaque noyau brisé produit deux autres neutrons. Et l'étape suivante, on va voir la fission de quatre noyaux d'uranium et ainsi de suite. Et on voit que le nombre de noyaux d'uranium fissionnés augmente au fur et à mesure que le temps passe. Donc ici, on appelle ça une réaction en chaîne, c'est-à-dire c'est une réaction qui s'entretient d'elle-même. Donc on peut dire, lors d'une réaction de fission nucléaire, l'absorption d'un neutron par un noyau fissile permet la libération de plusieurs neutrons et chaque neutron émis peut à son tour casser un autre noyau fissile. La réaction se poursuit ainsi d'elle-même, c'est la réaction en chaîne. Donc je reprends. Lors d'une réaction de fission nucléaire, l'absorption d'un neutron par un noyau fissile, c'est-à-dire lorsque ce noyau va recevoir ce neutron. Il y a libération de plusieurs neutrons, en plus bien entendu des noyaux légers. Chaque neutron libéré ou bien émis va à son tour casser un autre noyau fissile d'uranium. Et la réaction se poursuit d'elle-même et le nombre de noyaux qui vont être brisés augmente au cours du temps. Ceci, c'est le principe de la réaction en chaîne. Passons maintenant au cas de la fusion. La fusion nucléaire, c'est l'inverse de la fission. Au lieu de diviser un noyau, on va rassembler deux noyaux. Avec l'exception, c'est que le noyau qu'on va briser, c'est un noyau lourd, mais les noyaux qu'on va fusionner, ce sont des noyaux légers. Donc la définition de la fusion nucléaire. La fusion nucléaire est une réaction au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd et plus stable. Donc lorsqu'on fusionne deux noyaux légers, ils vont donner un noyau plus lourd et plus stable parce qu'ils veulent sortir du domaine d'instabilité pour rejoindre le domaine de stabilité. On va illustrer cette définition par un schéma. Soit deux noyaux légers A et B qui vont fusionner pour donner un autre noyau C et une particule, c'est-à-dire A plus B donne C plus une particule. Cette particule peut être un proton ou un neutron. Donc c'est le schéma qui illustre cette définition. Il y a un problème lors de la fusion. C'est que les deux noyaux sont chargés positivement. Donc lorsqu'on essaie de les rapprocher, ils se repoussent du fait de la répulsion électrique. Pour cela, il faut leur donner une énergie cinétique pour vaincre cette répulsion électrique. Pour que la fusion soit possible, les deux noyaux doivent posséder une grande énergie cinétique de façon à vaincre les forces de répulsion électrique. Alors, on leur donne cette énergie cinétique en chauffant le milieu où ils se trouvent à très haute température, de l'ordre de 10 puissance 8 Kelvin. Donc le milieu où se trouvent les noyaux légers, et pour qu'ils puissent fusionner, on doit élever sa température à 10 puissance 8 Kelvin. On sait que lorsqu'on augmente la température, l'agitation thermique augmente. Et de ce fait-là, les noyaux auront une grande énergie cinétique qui va servir à vaincre les forces de répulsion électrique. À savoir une chose, lorsque la température est très élevée, de l'ordre de 10 puissance 6 jusqu'à 10 puissance 8 ou bien au-delà, la matière n'est plus dans les états classiques, elle n'est ni solide, ni liquide, ni gazeux. Il est dans un quatrième état appelé plasma. Exemple de fusion nucléaire, la fusion du deutérium et du tritium, qui donne un noyau d'hélium plus un neutron.
Donc, on donne de l'énergie cinétique à ces deux noyaux en élevant la température du milieu à 10 puissance 8 Kelvin, dans l'ordre de 10 puissance 8 Kelvin. Ils vont fusionner, c'est-à-dire entrer en collision entre eux, et ils vont donner comme produit un noyau d'hélium plus un neutron. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il va donner un noyau C plus une particule. Dans ce cas, la particule, c'est un neutron. On va donner ça sur une animation. Je reprends. J'ai deux noyaux légers, H12 et H13. On leur donne une grande énergie cinétique. Ils vont fusionner pour donner un noyau d'hélium et un neutron. Dans l'équation de la réaction, je vais écrire H12 plus H13 qui donne H24 plus un neutron. Donc chaque fois qu'il y a fusion, ces deux noyaux légers vont fusionner pour donner un autre noyau lourd plus une particule. On va terminer cette leçon par le 7e paragraphe bilan d'énergie. Au cours de ce paragraphe, on va calculer l'énergie libérée par une réaction nucléaire, qu'il soit spontanée ou provoquée. On a constaté que lors des réactions nucléaires, la somme des masses des produits elle est inférieure à la somme des masses des réactifs. Ça veut dire que lors des réactions nucléaires, il y a une perte de masse. Cette perte de masse elle est appelée défaut de masse. Et il est noté delta de M qui est égal à la somme des masses après la réaction moins la somme des masses avant la réaction. Ce défaut, il est négatif. Je tiens à préciser qu'il ne faut pas confondre le défaut de masse de la réaction nucléaire avec le défaut de masse du noyau. Le défaut de masse du noyau, c'est la somme des masses des nucléons moins la masse du noyau. Et il est positif. Par contre, le défaut de masse dans les réactions nucléaires, c'est une perte de masse et il est négatif. D'après le postulat d'Einstein, ce défaut de masse qui est une perte va entraîner une perte d'énergie par le système. Et cette perte d'énergie est calculée par la relation d'Einstein. Donc le défaut de masse entraîne une perte d'énergie par la réaction. Cette perte est calculée de cette façon. Delta E égale delta M fois C carré. La valeur de delta E elle est négative du fait que delta M aussi elle est négative. Donc c'est l'énergie perdue par la réaction. Dans les exercices, on va nous demander de calculer l'énergie libérée. L'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. Donc on appelle E libre l'énergie libérée par la réaction. La valeur absolue de delta E qui est égale à delta M fois C carré, et il est toujours positif. Donc dans nos exercices, chaque fois qu'on nous demande de calculer E libéré, on va donner la valeur absolue de delta E, c'est-à-dire valeur absolue de delta M fois C au carré, et ça va donner une valeur positive. Prenons le cas des réactions nucléaires spontanées. Par exemple, on va prendre la désintégration alpha du radium. L'équation de la désintégration est la suivante. Donc le système avant la réaction, il est constitué d'un seul noyau. Après la réaction, il y a deux noyaux. Donc la masse avant, c'est la masse du radium. La masse après, c'est la somme des masses du radon plus celle de l'hélium. On a donné les masses en kilogrammes. Maintenant, la variation de masse ou bien le défaut de masse ou bien la perte de masse, c'est la masse après moins la masse avant, c'est-à-dire cette valeur moins celle-là. Ça me donne la valeur suivante qui est négative. La perte de masse est négative et le signe moins veut dire que le système libère de l'énergie. Le calcul de E libéré, c'est la valeur absolue de delta E, c'est la valeur absolue de delta M fois C au carré qui me donne une valeur en joules. Si on prend la masse en kilogrammes, la célérité en mètres par seconde, l'unité de l'énergie c'est le joule. Je peux la convertir en MeV. Je prends la valeur en joules, je la divise par l'équivalent en MeV. Ça me donne 4,972 MeV. Chaque réaction de cette désintégration va libérer l'énergie 4,972 MeV. Donc cet exemple me donne la méthode à suivre,
si on me demande de calculer l'énergie libérée par la réaction de désintégration alpha. En conclusion, c'est l'énergie cédée au milieu extérieur lors de cette réaction nucléaire. Prenons un deuxième exemple, cette fois-ci, c'est la désintégration β- du cobalt 60. Écrivons la réaction de désintégration. La masse avant, c'est celle du cobalt. La masse après, c'est celle du nickel plus celle de l'électron. Cette fois-ci, je choisis comme unité l'unité de masse atomique. La masse après, c'est 59,93 unités de masse atomique. L'exemple précédent, j'ai calculé l'énergie en joules, puis je l'ai converti en MeV. Cette fois-ci, on va passer directement de l'unité de masse atomique au MeV. Le défaut de masse delta de M, c'est la masse après moins la masse avant, et ça donne moins 3,82 10 moins 3 U. L'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta M fois C carré, mais ici, je laisse la masse en U fois C au carré fois 931,5 MeV sur C carré. Le C carré se simplifie, il me reste l'unité directe en MeV, c'est 3,56 MeV. Bien entendu, on peut soit calculer l'énergie en joules en premier, puis en MeV en deuxième, ou bien la calculer directement en MeV selon les données de l'exercice. Si dans l'exercice, on a la donnée 1U égale 931,5 MeV par C carré, cela veut dire qu'on va calculer l'énergie directement en MeV et après je peux la convertir en joules. Si on ne donne pas cette conversion 931,5 MeV par C carré, je ne vais pas l'utiliser et j'utilise la méthode de l'exemple 1. Donc en conclusion, 3,59 MeV, c'est l'énergie cédée au milieu extérieur lors de cette désintégration β-. Continuons par une réaction provoquée, la fission. Et je prends la fission de l'uranium sous l'impact d'un neutron, qui va donner le strontium, le xénon et deux neutrons. Donc la masse avant, c'est la somme des masses de l'uranium et du neutron. Je l'ai donné en U, ça donne 236,00. La masse après, c'est la masse du strontium plus celle du xénon plus 2 fois la masse du neutron. Ça me donne 235,8. Je vois bien que la masse après est inférieure à la masse avant. Le delta M, c'est-à-dire le défaut de masse de la réaction nucléaire ou bien la perte de masse, il est égal à moins 2,0010 1 unité de masse atomique. L'énergie libérée, c'est 186 MeV. J'ai utilisé 931,5 MeV pour passer directement de l'unité de masse atomique au MeV. Donc 186 MeV, c'est l'énergie libérée par la réaction de fission au profit du milieu extérieur. On voit que la réaction de fission est beaucoup plus énergétique que la radioactivité alpha ou bien β-. Passons au dernier cas de réaction provoquée, c'est la réaction de fusion. Et prenons l'exemple de la fusion de deux noyaux d'hélium H2,3, H2,3, qui va donner un noyau d'hélium H2,4 plus 2 protons. La masse avant, c'est la masse de ces deux noyaux. La masse après, c'est la masse de l'hélium plus 2 fois la masse du proton. Puis la variation de masse, ou bien le défaut de masse, c'est moins 1,37 10 puissance moins 2. Calculons l'énergie libérée par cette réaction. On trouve 12,76 MeV. Je rappelle, si on a dans l'énoncé de l'exercice 1U égale 931,5 MeV sur C carré, cela veut dire que vous pouvez laisser la masse en U, comme ça, la multiplier par C carré et multiplier par 931,5 MeV sur C carré. Le C carré se simplifie, il me reste la variation de masse multipliée par 931,5 et ça donne directement 12,76 MeV. Donc le 12,76 MeV, c'est l'énergie libérée par
la réaction de fusion. Comme conclusion générale de cette partie, l'énergie dégagée par une réaction nucléaire se déduit de la perte de masse apparaissant au cours de la réaction nucléaire. Chaque fois qu'il y a une réaction nucléaire, il y a une perte de masse et cette perte de masse entraîne une énergie dégagée. On va voir maintenant comment on calcule cette énergie libérée, pas avec delta n fois c carré, mais en utilisant les énergies de liaison. Donc on va suivre une méthode qui va nous conduire au calcul de l'énergie libérée par les énergies de liaison. Donc je prends par exemple la réaction nucléaire d'une façon générale, x1 plus x2 qui va donner x3 plus x4. Si je suis dans le cas de la fusion, ce sont deux noyaux. Si je suis dans le cas de la fission, il y a un noyau et un neutron. Si on est dans le cas d'une réaction spontanée, on aura seulement un seul noyau et on n'aura pas le deuxième. On va tracer un diagramme d'énergie. Ce diagramme d'énergie, il a un axe vertical sur lequel on va marquer la valeur de l'énergie. Donc, première étape, on a les noyaux X1 et X2 qui sont dans leur état initial. Ça veut dire initialement, j'ai les deux noyaux dans un état bien déterminé appelé état initial. Je vais le schématiser sur le diagramme d'énergie par un niveau d'énergie initiale EI. Et sur ce niveau, on a les deux noyaux X1 et X2. Deuxième étape, on va dissocier ces deux noyaux. C'est-à-dire, on va les briser et les séparer en leurs nucléons libres et au repos. Donc, pour les séparer, je dois fournir de l'énergie à ces noyaux et ils vont passer à un niveau supérieur où il y a A1 nucléon plus A2 nucléon libres et au repos. Et on sait, d'après les paragraphes précédents, que chaque fois qu'on veut briser un noyau et le séparer en nucléons libres et au repos, on doit lui fournir l'énergie de liaison. Donc ici, je vais passer de l'état initial à l'état de nucléon libre en fournissant l'énergie de liaison de X1, c'est pour briser X1, et l'énergie de liaison de X2, c'est pour briser X2. Maintenant, à partir de ces nucléons, on va former les noyaux produits X3 et X4. Donc, lorsqu'on forme un noyau, on passe d'un état d'énergie supérieur à un état d'énergie inférieur. Bien entendu, l'état final, elle est stable par rapport à l'état initial. Donc, l'énergie de l'état final est plus petite que l'énergie de l'état initial. Sur cet état final, j'ai les deux noyaux produits X3 et X4. Donc, le passage de cette situation où les nucléons sont libres à la situation de la formation de noyaux va entraîner la libération de l'énergie de liaison de X3 et X4. Je rappelle, on a dit dans le cas de l'énergie de liaison, chaque fois qu'on brise un noyau, on lui fournit l'énergie de liaison. Et chaque fois qu'on forme un noyau, il nous libère une énergie de liaison. Donc ici, j'aurai l'énergie libérée, c'est l'énergie de liaison de X3 plus l'énergie de liaison de X4. Le système était dans l'état initial EI et enfin il est dans l'état final E final. Cette différence, c'est ce qu'on appelle l'énergie libérée. Donc cette énergie libérée égale à l'énergie EL de X3 plus EL de X4 moins EL de X1 plus EL de X2. En quelque sorte, c'est cette flèche moins celle-là. Et j'obtiens l'énergie libérée ELX3 plus ELX4 moins la somme ELX1 plus ELX2. Le diagramme construit ici s'appelle un diagramme d'énergie. On ne va pas nous demander de le construire, mais on peut nous donner ce diagramme et l'exploiter. On va l'exploiter soit connaissant la valeur de EI et EF, on fait la différence pour avoir l'énergie libérée,
soit en nous donnant les énergies de liaison et en faisant la différence, la somme des énergies de liaison après, moins la somme des énergies de liaison avant, elle va me donner l'énergie libérée. Cette relation est applicable directement dans les exercices. Mais on va voir dans la séance d'exercice comment démontrer cette relation, c'est-à-dire comment passer de delta M fois C carré à cette relation, la somme des énergies de liaison après, moins la somme des énergies de liaison avant, il va me donner l'énergie libérée. C'est tout pour cette leçon et c'est la dernière de la transformation nucléaire. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.